Bonjour à tous, merci de votre présence. On est aujourd'hui ici pour évoquer avec vous un sujet qui concerne et concernera 100% des opérateurs, qui concernera à terme 100% des services d'état civil et qui concernera à terme, on peut le dire, 100% des médecins, qu'ils soient en hôpital ou en mobilité. Et je veux parler de la dématérialisation du certificat de décès. Alors, pour animer cette, on va dire cette conférence, qu'on veut très ouverte, on va vous faire une présentation qu'on espère complète et synthétique. Et puis après ça, le champ des questions est complètement ouvert. Ce sera à vous, effectivement, de poser les questions que vous souhaitez et on y amènera le maximum de réponses. Je voulais donc juste présenter autour de moi, j'ai Isabelle Carton, qui nous fait le plaisir d'être avec nous, donc, qui est la chef de projet du ministère de la Santé sur ce projet de dématérialisation du certificat de décès. J'ai Grégoire Ray qui, lui, travaille sur la partie qui est plus... C'est l'INSERM, il travaille l'INSERM, il vous expliquera tout à l'heure ce qu'est l'INSERM. En fait, l'INSERM recueille les données qui proviennent de la partie médicale du certificat de décès. Pierre Laribe, qui lui appartient à la CPFM et qui travaille déjà de longue date avec les services du ministère de la Santé pour accompagner sur le volet opérateur cette mise en place, ce test et ce futur déploiement. Et donc moi je m'appelle Richard Ferré, j'ai le plaisir d'être le directeur général délégué de la CPFM. Je vais peut-être tout de suite donner la parole à Isabelle. Je remercie beaucoup la CPFM d'avoir organisé cette conférence qui me permet et qui me donne l'occasion de vous expliquer ce qu'est ce projet de dématérialisation des certificats de décès. Donc voilà, la présentation peut être interactive si vous avez des questions à poser, sinon on gardera un espace à la fin pour que je puisse au maximum répondre à vos questions. On va commencer par un petit point sur la réglementation, assez rapidement, parce que c'est quand même un peu rébarbatif, mais il y a des nouveautés. Donc il y a un décret qui est paru le 21 avril de cette année. Ce décret a pour principal motif d'introduire ce qu'on appelle un volet médical complémentaire qui est destiné à recueillir les causes de décès quand il y a un obstacle médico-légal, ce qui n'est pas fait aujourd'hui puisque le certificat de décès est fait à l'initiale et puis après il n'y a pas de document qui permettent aux médecins légistes d'apporter leurs conclusions. Donc ça c'est un document qui a été introduit. Et puis surtout ce décret pour nous et ce qui nous concerne aujourd'hui autorise la transmission dématérialisée des volets administratifs des certificats de décès. Il y a l'introduction aussi d'un 4e volet et il introduit aussi la réforme et donc l'arrêté qui réforme les certificats de décès. À partir du 1er janvier, il y aura 2 nouveaux modèles de certificats de décès. Le certificat de décès général et le certificat de décès néonatal que vous connaissez peut-être beaucoup moins parce qu'il est heureusement bien moins souvent employé. Mais donc, il y a 2 nouveaux modèles qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2018. Je vous montrerai un exemple. Il y a dans les slides suivants un exemple de ce modèle. Alors, vous inquiétez pas, ça réforme pas tout, ça chamboule pas tout. Il y a toujours le bleu, il y a toujours le vert. Et globalement, les champs sont les mêmes. Il précise un petit peu, par exemple, il y a une date de constat de la mort, ce qui n'existait pas avant. Il y a une case pour dire si le médecin a retiré ou pas la prothèse. Avant, il disait juste qu'il y a une présence de prothèse, mais il n'y avait pas de case pour lui permettre de dire s'il l'avait retiré ou pas. Il fallait qu'il fasse un document complémentaire. Bon, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été améliorées et qui sortent. Associés à ces 2 textes de loi, il y a des nouveaux textes qui sortent. Un notamment qui vous intéresse tout particulièrement et que je cite juste par référence puisque quand même il change la pratique, mais je n'ai pas la responsabilité de cet arrêté, donc je maîtrise moins. Mais c'est l'arrêté qui modifie la liste des infections qui autorise ou qui porte interdiction de faire certaines opérations, notamment les soins de conservation du corps, qui à partir de 1er janvier 2018 seront autorisés sous certaines conditions pour les patients atteints de VIH, VHB et VHC. Donc ça, c'est une nouveauté. Donc je vous invite à aller consulter les textes de loi.
qui permettent cette autorisation-là, qui ont été votées et mises en œuvre. Alors il y a aussi un texte que je cite, donc deux textes, un décret et un arrêté, qui peuvent avoir aussi une influence sur vous. C'est le fait que maintenant les médecins, quand ils doivent déclarer un certificat de décès de manière libérale en dehors d'un établissement de santé, quand c'est dans un EHPAD ou au domicile, ils sont rémunérés maintenant quand ils le font en dehors des heures normales, c'est-à-dire entre 20h et 8h le matin. Avant, les médecins n'étaient pas rémunérés. Maintenant, ils sont rémunérés, ce qui pense et nous laisse permettre d'espérer qu'ils seront mobilisés plus facilement et mobilisables plus facilement pour venir signer les certificats de décès. Donc ça, c'est un texte qui va permettre quand même, on espère, d'aider à ce que les médecins interviennent plus rapidement. Les présentations, c'est-à-dire hier sur la mise en place du médiateur et aujourd'hui donc sur la dématérialisation, seront présents sur le site du salon et sur le site de la chambre syndicale donc, qui nous accueille et sur le site de la CPFM. Donc je vais passer la parole à Grégoire Ray, donc, qui est le directeur du CEPIDC de l'INSERM et qui va vous expliquer. Alors je peux faire celui-là si tu veux. Ouais. Voilà. C'est ton donc volet. C'est mon volet. Donc en fait, bon, vous le savez tous, hein, mais le volet administratif sert à la rédaction de l'acte décès par la mairie du lieu de décès et aux opérations funéraires, puisque c'est le document que vous avez, qui vous est remis, donc qui permet de dire ce qui est autorisé ou interdit. Et puis, le volet médical est utilisé donc par le CEPIDC, et Grégoire va vous expliquer un peu ce qu'ils en font. Il est utilisé par le CEPIDC et par une agence de l'État qui s'appelle l'agence Santé publique France, qui fait la veille et l'épidémiologie, et donc qui permet de pouvoir déterminer comment et de quoi les gens sont morts pour pouvoir faire de la veille et des politiques publiques. Donc je vais laisser la parole à Grégoire. Alors, oui, mais alors, je voulais préciser que voilà, il n'est pas utilisé que par le CEPIDC, il est utilisé par l'ensemble de la recherche en santé publique. C'est une donnée de base, notamment parce qu'on a un recul historique important sur ces données, et donc quasiment pour évaluer l'ensemble des actions de santé publique, voire de les mettre en œuvre. Les connaissances statistiques sur l'évolution des causes de décès sont la donnée de base la plus utilisée. Donc, on le voit, hein, hiérarchiser les priorités de santé publique, donc savoir quelles sont les maladies les plus fréquentes, où est-ce qu'il faut mettre les moyens sanitaires de façon les plus pertinentes, mettre en évidence les facteurs de variation nationaux et internationaux, et puis les facteurs de variation dans le temps, je l'ai dit. Vous le savez, il y a des variations saisonnières de la mortalité, avec une 10-20% de plus de mortalité en hiver qu'en été. Et selon les années, on va avoir entre des surmortalités de 0 à 20 000 décès en hiver, et puis en été, on peut avoir des évolutions de 6 000 jusqu'à 15 000 décès durant la canicule de 2003, et ce type de canicule va probablement la fréquence de ces canicules va augmenter. Donc voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Donc les principales causes de décès aujourd'hui, bon, le cancer qui est la cause de décès la plus fréquente, on regarde notamment chez les moins de 65 ans, en particulier cette population qui est suivie, les maladies cardiovasculaires qui sont beaucoup moins fréquentes alors que c'est évidemment très fréquent chez les personnes âgées. On peut aussi avec ces données regarder la distribution géographique de la mortalité, voir que notamment dans le nord et dans le nord-est, on a une surmortalité importante, par exemple pour les maladies cardiovasculaires, mais c'est également le cas pour les cancers. Et donc les ressources à allouer, les mises en œuvre de politiques de santé publique doivent être adaptées en fonction de ces informations. Quelques évaluations des actions de santé publique. Sur les accidents de transport, bon, on voit qu'on a une baisse de la mortalité assez graduelle, et c'est tant mieux, sauf qu'à certaines périodes, et lors notamment, vous le savez, d'une politique qui avait été mise en œuvre à partir de 2002, on a eu une augmentation particulièrement importante, une baisse particulièrement importante de la mortalité. Donc c'est l'un des effets qui a été fortement remarqué de cette action. Sur l'exemple aussi le plus frappant, vous savez que le VIH, durant les années 80, a donné lieu à une mortalité très élevée qui augmentait de façon quasi exponentielle. À un moment donné, on pouvait penser que voilà, c'était extrêmement, extrêmement dangereux.
Et des moyens particulièrement importants ont été mis en œuvre sur le plan de la santé publique qui ont donné lieu à une diminution quasi jamais observée sur nos données de la mortalité pour cette maladie. C'est l'introduction des médicaments, ce qu'on appelle la trithérapie. Voilà. Donc c'est cette introduction de ces médicaments qui a fait baisser de manière extrêmement significative. Et on voit donc grâce à ces données qu'on recueille dans les certificats de décès, puisqu'on a les causes de décès, on voit et on peut évaluer les politiques de santé publique que le ministère et les agences du ministère mettent en œuvre. Et c'est à ça que ça sert, en tout cas la partie volet médical, elle sert à ça. Et c'est capital pour nous tous en tant qu'usagers du système de santé, en tant que Français, en tant que citoyens, quoi. Donc voilà. Je voulais juste ajouter une dernière chose, c'est que la loi a également évolué en 2016 puisque les données des causes de décès vont être mises dans un système national des données de santé. Elles vont être chaînées donc avec les données de remboursement de l'assurance maladie et d'hospitalisation, ce qui permet notamment de voir le suivi pour tous les actes, tous les soins, toute la prise de tous les médicaments remboursés, et de savoir quel est l'effet bénéfique ou mauvais sur la santé à plus ou moins moyen terme ou long terme. Donc c'est extrêmement important, donc ces données nous arrivent vite. On a en France une des plus grosses bases de données médicales au monde, si ce n'est la plus grosse base de données médicales au monde grâce aux données de la CNAM. Voilà. Merci beaucoup Grégoire, merci. Donc on va continuer. Quelques chiffres juste pour que vous ayez des idées. Le nombre de décès croissant, vous savez, la population vieillit. Vous êtes les premiers à le savoir, hein, puisque vous êtes confrontés à ça tous les jours dans vos activités. En 2016, il y a eu 581 000 décès, donc c'est les données définitives de l'INSEE. Ce qui est intéressant sur ce graphique, en fait, c'est la répartition des décès entre l'hôpital et ce qu'on appelle la mobilité, c'est-à-dire les EHPAD qui sont quand même considérés comme de la mobilité. Vous allez voir après pourquoi en termes de dématérialisation en tout état de cause, et pour les médecins, il y a une vraie différence entre certifier les décès ou essayer de certifier des décès à l'hôpital et le faire en situation de mobilité. Donc pour en venir à la dématérialisation des certificats de décès. Donc la première chose, c'est que cette réflexion s'est faite suite à la canicule de 2003, où vous le savez, la presse s'est fait des gorges chaudes, hein, parce que tout le monde savait qu'il y avait une augmentation significative des morts, et quand le ministère était questionné, le ministère ne savait rien dire, même pas que le nombre de morts avait augmenté, et même pas de quoi les gens mouraient. Donc en fait, en 2003, le ministère a dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument qu'on ait des données et qu'on ait des données rapidement. Donc en fait, vous avez un schéma qui est le circuit du certificat de décès quand il est tout papier, et puis vous avez un schéma du certificat de décès quand il est dématérialisé tel qu'au jour d'aujourd'hui dans la majorité des établissements de santé. Donc en fait, ici vous voyez que le certificat de décès papier que vous connaissez, que vous remettez soit à la mairie, soit c'est la famille qui l'a et qui le remet à la mairie, ce certificat de décès papier, quand il transite par la mairie, transite ensuite par ce qu'on appelle l'agence régionale de santé, et ensuite va à l'INSERM et au CEPIDC. Donc chacun prend son délai pour pouvoir traiter et faire ce qu'il a à faire, et puis résultat des courses, il arrive au CEPIDC entre 2 à 4 mois. En ce moment, comme il y a les moyens, se raréfient dans les agences régionales de santé, mais plutôt 6 mois à arriver. Donc vous imaginez bien que pour faire de l'alerte sanitaire, quand on a des données 6 mois plus tard, c'est pas très très pertinent, quoi. Donc on a un peu quand même encore quelques soucis à se faire. Donc en 2006, quand le système a été mis en œuvre et qu'on a créé cette application qui s'appelle CertDécès, qui permet de dématérialiser pour les médecins les certificats de décès, en fait le médecin saisit dans une application web, et puis le volet administratif est imprimé. Donc je suppose qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu ce certificat, ce volet administratif imprimé par l'hôpital. Donc en fait vous avez cette partie-là qui est remise à la mairie. Donc la mairie, elle l'envoie plus qu'à l'INSEE, il n'y a plus de circuit derrière pour envoyer le volet médical à l'agence régionale de santé. Et le volet médical, nous, on le transmet directement à l'INSERM. Et puis après, l'INSERM le transmet à l'agence Santé publique France. Et donc, on a des données allez, je vais dire en 10 minutes, mais bon, le temps que tout le monde traite les données, en 24 heures, Santé publique France, qui traite les données, a déjà une possibilité de dire, attention, il y a un pic de surmortalité pour telle cause, parce qu'ils ont des mots-clés et ils savent qu'il y a une augmentation. Donc, on sait dire tout de suite, ou
en moins en 24 ou 48 heures, on sait dire s'il y a un phénomène particulier. Et donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc en fait, en 2013, alors ce système a été mis sur la base du volontariat, les tests, etc. Je vous passe, ce genre de système ne se met jamais très simplement en œuvre. Et en fait, en 2013, le comité de pilotage auquel participent les fédérations, la CPFM, la FFPF, et puis tous les professionnels de santé publique, le ministère de l'Intérieur, l'Association des maires de France, a décidé de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire de dire, maintenant, on a dématérialisé ça fonctionne. Maintenant, on va voir comment on peut transmettre de manière dématérialisée le volet administratif du certificat de décès pour que tout soit dématérialisé et qu'un médecin qui est en situation de mobilité puisse aussi dématérialiser les certificats de décès. Vous avez vu que c'est quand même 40% des décès, donc c'est quand même 40% des données qu'on perd et on ne meurt pas forcément de la même chose chez soi qu'à l'hôpital, donc c'est important de recueillir ces données aussi rapidement. Donc, c'est l'expérimentation qu'on a lancée, qu'on a appelée la simplification de la chaîne de transmission. Donc, en fait, par rapport au schéma qu'on a vu tout à l'heure, vous avez donc ici le volet médical qui continue à être transmis de manière dématérialisée. Et vous avez en haut le volet administratif qui est remis de manière électronique aux mairies et qui va être distribué pour les opérateurs funéraires. Alors, je vais vous expliquer. Mais voilà, l'idée, donc, c'est que tout soit automatisé et que chacun puisse accéder à ces données qui lui sont propres. Associé à ça, on a créé une application mobile pour que le médecin qui est... Ah, c'est moi qui ai éteint ? Non, c'est bon, ça s'est rallumé, c'est parfait. Donc, on a créé une application mobile pour que le médecin qui est en situation de mobilité, qui déclare un décès au domicile, sur la voie publique ou ailleurs, puisse faire son certificat de décès et qu'il soit transmis de manière électronique. Alors, donc l'expérimentation, alors vous imaginez bien qu'on ne peut pas mettre ça en œuvre sur la totalité de la France et qu'il fallait quand même tester l'expérimentation et faire une expérimentation pour voir si tout fonctionnait bien et si les nouveaux usages étaient bien acceptés par tout le monde. Donc en fait, on a fait une expérimentation pour valider l'apport de la dématérialisation, identifier les éventuels impacts. On a beau essayer d'avoir réfléchi à tout, il y a des fois, on n'a pas pensé à tout. Donc, il y a des fois, il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on n'avait pas bien vues. Notamment, on n'avait pas forcément vu au départ le problème des officiers de police judiciaire qui ont besoin de récupérer le certificat de décès pour le transmettre au procureur. Donc, voilà, on est en train de travailler pour que les officiers de police judiciaire puissent se connecter comme vous pour récupérer les documents. Bon, voilà, les déclarations de décès à l'hôpital qu'on n'avait pas forcément très bien identifiées, qu'on va pouvoir aussi transmettre de manière dématérialisée à la mairie à partir du début de l'année. Voilà, donc il y a des petites choses, plus à l'hôpital en fait, parce que c'est pareil, les agents de la chambre mortuaire n'étaient pas forcément dans les circuits jusque-là, et quand on dématérialise, le document circulant plus, il faut donner accès à tout le monde. Bon, voilà, donc l'idée c'était bien de faire ça, et donc l'expérimentation a été menée donc à Antibes, Aurillac, Créteil, La Rochelle, Montluçon et Villejuif. Alors j'ai l'habitude de les mettre dans l'ordre alphabétique, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et puis comme ça aussi, c'est plus facile pour moi pour pas oublier mélanger les pédales. Donc voilà, donc en fait ces villes d'expérimentation donc, ont commencé, alors Antibes, Aurillac, La Rochelle et Montluçon ont commencé entre juin et début juillet. Donc on a quand même maintenant presque 5 mois de recul sur ce mode de fonctionnement. Et Villejuif et Créteil ont démarré un peu plus tard parce qu'il y avait des problèmes à la mairie. Il y a eu pas mal de changements dans les mairies avec la justice du XXIe siècle et ils n'étaient pas prêts. Donc voilà, donc ils ont commencé un peu plus tard. Et puis, il y a des gros hôpitaux à Créteil et faire bouger les établissements de santé et mettre en œuvre la certification, ce n'était pas si évident que ça. Donc voilà, donc du coup, l'idée c'est de faire un bilan au mois de janvier pour pouvoir, alors on le verra après, essayer de généraliser le système à partir de l'année 2018. Donc vous voyez un nouveau modèle de certificat de décès au format PDF, volet administratif au format PDF, on y reviendra. Alors, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait gagner ou qu'est-ce que ça fait perdre, mais qu'est-ce que ça apporte et pourquoi on a fait ça. Donc on a appelé ça simplification de la chaîne de la transmission, mais
Déjà, pour l'usager, alors vous allez me dire, vous êtes très souvent, c'est vous qui amenez le certificat de décès à la mairie, mais normalement, la loi dit le certificat de décès doit être remis en main propre à la famille qui l'amène dans les 24 heures à la mairie. Donc si on peut soulager l'usager et si on peut dire à l'usager il n'est pas nécessaire de transmettre le volet administratif du certificat de décès ou le certificat de décès à la mairie, c'est bien. On a autre chose à penser, et vous le savez mieux que moi, on a autre chose à penser dans ces moments-là qu'à aller faire des documents administratifs. Donc ensuite, disposer d'informations fiables sur les opérateurs funéraires. Vous allez voir, on est en train de construire dans ce système un référentiel des opérateurs funéraires habilités qui sera mis en accès grand public pour tous les usagers, pour que les usagers aient une liste officielle délivrée par les préfectures des opérateurs funéraires habilités, avec pourquoi vous êtes habilité. Juste un mot là-dessus. Vous venez de différentes régions de France et vous savez probablement que selon les préfectures, la délivrance et l'enregistrement de l'habilitation est différente d'une préfecture à une autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de système homogène. Il y en a qui prennent l'année de renouvellement de l'habilitation comme premier chiffre, d'autres c'est immuable, d'autres sont des codes, enfin voilà. Ça va nous permettre d'avoir un référentiel unique, France entière, qui nous permettra d'avoir enfin un vrai référentiel de la totalité des opérateurs, quelle que soit leur mission, transport, soins, organisation d'obsèques, mais de la totalité des opérateurs exerçant en France. Merci Richard. Donc ensuite, donc pour vous, puisque c'est quand même ce qui vous intéresse, pour les opérateurs funéraires, donc vous allez le voir, on a fait un sondage, il est détaillé ensuite, donc il y a une amélioration de la qualité des données. Forcément, quand on saisit de manière électronique ou quand un médecin écrit sur un papier, c'est pas pareil, et je vous assure que ça va vous changer la vie. Parce que je pense que, tout comme nous, quand on va chez le médecin, quand vous êtes obligé de regarder le certificat de décès et comprendre l'écriture du médecin avec le nom des gens, alors quand on s'appelle Carton comme moi, il y a peut-être à peu près de chance pour que ça soit à peu près bien écrit et lisible. Mais enfin bon, voilà, décrypter la signature du médecin, les mains. Et puis la croix, j'ai lu un article dans Résonance Magazine qui disait que le certificat de décès maintenant est changé. Il y a des croix en quinconce, que ça allait peut-être éviter aux médecins de remplir une phrase, enfin de faire un trait comme ça directement. Bon, voilà, donc il y a quand même une amélioration de ça. Une information disponible en temps réel, dès que le certificat de décès est validé par le médecin, le certificat de décès est disponible pour l'opérateur funéraire et vous pouvez y accéder en temps réel. Donc ça veut dire que lors de la réception des familles, vous pouvez télécharger ce certificat de décès. Donc vous avez un certain nombre d'informations. Voilà, donc ça c'est quand même pour vous, c'est un gain de temps pour ceux qui ont besoin de se déplacer. Je sais qu'il y a des opérateurs funéraires qui sont juste à côté de l'hôpital, donc ça leur prend pas de temps. Mais enfin pour d'autres, il faut se déplacer. Donc ça fait économiser au moins un transport certaines fois. Donc un gain de temps. L'amélioration de la qualité des échanges, parce que forcément comme les données... Vous allez voir, les données sont plus complètes aussi quand ils le font de manière... Parce qu'il y a des règles et on impose que certaines cases... Par exemple, s'ils mettent maintenant qu'il y a une présence d'une prothèse, ils sont obligés de remplir s'ils l'ont retiré ou pas retiré. Donc forcément, ça améliore la complétude du certificat de décès. Et puis, ça sécurise les données parce qu'un papier, c'est pas sécurisé. Et là, même une signature d'un médecin, je vous donne au défi, personne n'est capable de savoir si c'est le médecin qui a vraiment signé le certificat de décès. Ça peut être moi, ça peut être Richard qui a signé le certificat de décès, vous ne pouvez pas le savoir. J'ai beau mettre un tampon, ma signature manuscrite n'est absolument pas une garantie que c'est le médecin qui a signé. Sauf si vous reconnaissez les signatures des médecins à force. Mais bon voilà, globalement non. Alors là, je vous le remontrerai, mais le document est sécurisé et fiabilisé. Donc vous avez une garantie, puis le nom du médecin est écrit en toutes lettres en clair. Donc s'il y a besoin de le rappeler parce que vous avez un problème, vous pouvez le rappeler. Donc pour les médecins, c'est la suppression de l'impression de ces volets administratifs quand ils dématérialisaient, ce qui leur... Alors, en mobilité, vous imaginez bien, c'est pas possible, le médecin ne se trimballe pas avec son imprimante, il n'est pas équipé. Et puis, quand c'est à l'hôpital, malgré tout, on meurt beaucoup la nuit, on meurt beaucoup le week-end, l'imprimante, elle est dans le service de soins, il n'y a pas de papier, enfin, il y a toujours un truc qui ennuie le médecin pour ça. Donc, quand il n'y a plus de papier, c'est bien mieux, c'est bien plus simple. Donc voilà pour le médecin. Pour les officiers d'état civil en mairie,
grâce à ça, ils vont pouvoir récupérer les données en temps réel et elles sont intégrées en temps réel dans leur logiciel d'état civil. Donc ils n'ont plus à saisir les données. Alors c'est comme pour vous, ça améliore la qualité des données. Puis en plus, ils n'ont plus à les saisir. Donc vous aussi, vous pourriez, vous me ferez penser à en parler, vous aussi en tant qu'opérateur funéraire, si vos éditeurs de logiciels font les adaptations, vous pourrez aussi intégrer les données automatiquement dans vos logiciels d'opérateurs funéraires. On a rencontré les principaux éditeurs, donc normalement ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les adaptations si vous le souhaitez. Donc ensuite, ils intègrent automatiquement l'amélioration de la qualité. Et puis, quand le certificat de décès est dématérialisé, la mairie n'a plus à rédiger le bulletin 7 qu'elle agrafe soigneusement avec le volet médical qu'elle envoie à l'ARS. Donc ça lui fait gagner du temps. Et elle n'a plus non plus à distribuer le certificat de décès papier. Certaines mairies sont dépositaires des certificats de papier pour les médecins libéraux. Et donc, elles distribuent, elles stockent les dossiers. Enfin, voilà. Donc, aucun intérêt. Et puis ensuite, pour les agents en préfecture, comme le disait Richard, une harmonisation des pratiques, une base nationale. On va récupérer aussi les données de la préfecture de police de Paris, qui va intégrer les données dans le référentiel. Et puis, donc, on espère que ça va simplifier les échanges avec vous et peut-être à terme amener à d'autres dématérialisations, on ne sait pas. Mais voilà, donc c'est une première base nationale. Donc, on a fait, suite au lancement de l'expérimentation, on a fait 2 campagnes d'enquête auprès des opérateurs funéraires des départements d'expérimentation. Donc, ces 2 campagnes, on a interrogé environ 270 opérateurs funéraires. On a eu 57 réponses, qui est quand même un pourcentage dans les enquêtes très importante. Vous pouvez penser que ça ne fait pas beaucoup, mais quand on fait des sondages, on a en général même beaucoup moins de réponses que ça. Et on peut, au-delà de 33 réponses, qui est ce qu'on appelle la loi de Poisson, on sait que normalement, les 33 réponses sont reproductibles. Si on interroge plus de gens, on a le même pourcentage de réponses au-delà de ça. Donc, du coup, on a quand même normalement des réponses assez pertinentes. Donc, sur le gain de temps, alors, vous voyez que ici, sur le gain de temps, les opérateurs funéraires répondent à 64% qu'ils gagnent environ 15 minutes, voire plus, par certificat de décès. Donc, ils gagnent du temps. Sur les apports, alors, je vais vous le montrer après. Vous pouvez accéder à cet espace pour télécharger le volet administratif à partir d'un téléphone portable. Pas de la télécommande que je tiens dans la main et que je vous montre, mais à partir du téléphone portable. Si ça marche, je vous fais la démo après. Si je peux juste dire un mot, plus de 15 minutes, on peut se dire en soi, c'est quand même pas énorme. Mais si vous prenez 15 minutes multipliées par la totalité des acteurs qui interviennent à chaque fois qu'on a besoin de récupérer un certificat de décès, on s'est amusé à faire l'exercice. Alors, on ne l'a pas écrit parce que ce n'est pas une science exacte, mais on arrive à un coût ou à un gain de 6 millions d'euros pour la profession. Si je prends un salaire moyen chargé de 28 euros, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais 28 euros, c'est un salaire moyen, je le multiplie par 15 minutes, par le nombre d'intervenants, etc., j'arrive à 6 millions d'économies pour la filière. Donc les apports de la mobilité. Alors, la mobilité, c'est un usage... on a la possibilité de pouvoir accéder à ce téléchargement des certificats de décès à partir d'un téléphone portable. Donc on a voulu savoir si globalement ça a amélioré le travail des opérateurs funéraires. Bon, il y a un 58% d'accord, donc peut-être que l'usage n'est pas encore bien mis en œuvre, peut-être que tout le monde n'y pense pas, n'a pas le réflexe. Voilà, ça existe, c'est faisable. Les usages se feront différemment, certainement, au fur et à mesure des gens. Bon, voilà. Mais ça existe et c'est accessible. Ensuite, on s'est intéressé pour savoir l'amélioration de la lisibilité et de la complétude des données. Donc là, vous voyez quand même qu'on a des scores beaucoup plus importants. Donc la lisibilité des données, 95% des opérateurs funéraires qu'on a interrogés sont d'accord. Et sur la complétude des données, 97% disent aussi que ça améliore la complétude des données. Bon, la lisibilité, on en a parlé, vous comprenez bien. Et la complétude, les règles de gestion qu'on impose aux médecins font que, voilà. Mais je ne vous dis pas que c'est le miracle et que le médecin remplit tout parfaitement. Hein. Ne me faites pas dire que c'est devenu le monde des bisounours. Hein. De temps en temps, il manque encore des informations quand même. Hein. C'est pas... Voilà. Bon.
pas toujours, je suis enthousiaste, mais quand même, il faut que je me mesure. Donc, alors, est-ce que ça améliore les échanges? Bon, avec les préfectures, 64% de vos confrères pensent que oui. Ils trouvent que bon, finalement, globalement, ça améliore quand même un peu les échanges avec les préfectures. Voilà. Donc les préfectures sont rappelées, elles savent quand voilà. Et alors il y a une chose que j'ai pas dite, mais grâce à ce système, on sait vous envoyer un mail 6 mois avant et 3 mois avant l'expiration de votre habilitation. Donc on référence dans le référentiel qui est fait par les préfectures une adresse mail d'un responsable de votre agence et on vous envoie un mail disant attention, votre habilitation arrive à échéance dans 6 mois. Et 3 mois plus tard, on vous renvoie, si vous n'avez pas fait le nécessaire, on vous renvoie un mail en disant attention, votre habilitation arrive à échéance dans 3 mois. Donc, ce qui permet d'avoir une petite alerte pour vous et puis de ne pas vous faire prendre par les délais des préfectures qui certaines fois sont visiblement un peu longs. Donc voilà, c'est pour vous sensibiliser d'aller à la préfecture rapidement parce que le problème c'est que avec ce système, si votre habilitation n'est pas renouvelée en temps et en heure, vous ne pouvez plus accéder au système et aller télécharger les volets administratifs. Donc il faut vraiment que le référentiel soit à jour par les préfectures. Alors, l'amélioration avec les mairies, elle est plus flagrante. 76% de vos confrères répondent que oui. Avec les médecins, pas trop, 57%, mais en même temps, j'ai envie de dire qu'on n'avait pas forcément fait ça pour ça non plus. Donc, bon, je ne suis pas trop surprise. Et avec les établissements de santé, pas plus non plus, mais je n'ai pas l'impression que vous ayez des mauvaises relations avec les établissements de santé. En tout cas, l'expérimentation ne me l'a pas montré. Donc, voilà. Ensuite... avec les chambres funéraires, des fois, il y a des documents à transférer qui passent par la mairie, etc. Donc, globalement, il y a 67% qui sont d'accord. Avec vos sous-traitants, apparemment, ça a pas l'air de... Ça améliore quand même les relations, mais voilà, c'est pas plus flagrant que ça. Et puis, avec les familles, 61% de vos confrères pensent qu'effectivement, ça améliore les relations. Ensuite, on a demandé à vos confrères s'ils recommanderaient ce système de dématérialisation. Et là, on a quand même des scores très intéressants puisque 92% de vos confrères recommanderaient à une mairie, 92% recommanderaient aussi aux médecins et puis 90% recommanderaient à des collègues. Donc, s'ils étaient là, mais il y a un opérateur funéraire qui est de la ville de La Rochelle avec nous, vous recommanderez d'utiliser d'utiliser la dématérialisation des certificats de décès. Donc, on va passer à la démonstration du portail des opérations funéraires. Donc, je veux bien que vous fassiez un peu de questions-réponses. Je vais essayer de répondre aux questions en même temps que je vais essayer de vous faire la démonstration en live, mais il faut que j'aille faire un petit truc technique sur mon ordinateur. Allez faire votre branchement. Moi, je vais juste vous parler un peu du futur du futur. Parce que là, on parle du présent. Tout à l'heure, on parlera du futur proche, c'est-à-dire 2018. Et moi, je vous parlais d'un petit peu plus loin encore. C'est-à-dire que cette expérimentation touche à sa fin, elle n'est pas terminée. Le déploiement sera à venir. Isabelle en dira quelques mots tout à l'heure sur les modalités de ce déploiement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, tout le monde est concerné ici dans les mois qui viennent. Et ça nous a donné l'idée, puisqu'on travaille également avec le ministère de l'Intérieur, d'ouvrir un chantier sur d'autres dématérialisations, sur la digitalisation d'autres documents. Et donc, on a ouvert un groupe de travail. Ce premier groupe de travail vise à dématérialiser tout ce qui est déclaration préalable. La déclaration préalable fait un trajet unique de l'opérateur, quelle que soit sa mission, de l'opérateur vers l'autorité, que ce soit mairie, etc., etc. Ça, c'est le plus simple à faire. La deuxième opération sur laquelle on va se pencher sera celle des demandes d'autorisation. Et là, le sujet est forcément un peu plus compliqué, parce que qui dit demande d'autorisation, dit délivrance d'autorisation. C'est-à-dire qu'il y a un aller et il y a forcément un retour, avec des destinataires qui peuvent être multiples et qui sont variés. Et là, on réfléchit, on a deux pistes. L'une, c'est d'être ce qu'on appelle en push, c'est-à-dire qu'on envoie une information et on attend un retour d'information. Et l'autre, c'est celle du portail. Le portail, on met l'information sur un portail
et les personnes qui ont besoin d'aller la chercher vont la chercher. C'est-à-dire que l'opérateur mettrait sa demande sur le portail et l'autorité irait déposer son autorisation, si elle la délivre, sur ce même portail. Et ça évite des allers-retours de mails et autres. Ce que je voulais juste dire également, avant de passer la parole à Isabelle, c'est que cette dématérialisation de certificat de décès fait qu'on pourra le faire à partir d'un PC, on pourra le faire à partir d'un appareil comme ça, on pourra le faire à partir d'une tablette. Mais rappelez-vous, on voit qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui ont besoin de ce certificat de décès. C'est la maison funéraire, plus tous les acteurs. Les crématoriums le demandent de plus en plus, même s'ils ne sont pas fondés à le faire, mais pour les raisons qu'on connaît, hein, c'est la présence des piles. Il faut savoir que ce certificat de décès, si les gens n'ont pas accès au portail, il sera juste transmissible par mail également. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'avez dans votre base et vous pourrez à votre tour le transmettre aux acteurs qui en ont besoin. Tout le monde peut se concentrer et faire une petite prière parce que les démos en temps réel, c'est toujours délicat. En fait, donc vous avez votre téléphone portable, donc il faut pouvoir accéder à Internet. Donc moi j'ai enregistré l'adresse, mais vous avez vu, je me suis créé un petit lien, mais sinon il faut taper l'adresse, c'est une adresse mail, c'est pas une application, hein. Donc c'est accessible directement par le mail. Et donc vous avez une adresse en HTTPS puisque c'est un portail sécurisé. Et donc vous accédez sur le portail des opérations funéraires qui est donc dédié aux opérateurs funéraires et aux officiers de police judiciaire qui se connecteront au même endroit pour télécharger les volets administratifs en cas d'obstacle médico-légal. Donc vous avez bien, c'est pour ça qu'on l'a appelé opération funéraire et pas opérateur, c'est parce qu'il y a aussi les officiers de police judiciaire. Alors, en fait, quand vous arrivez dans ce portail, il y a une particularité. Pour certains d'entre vous connaissent peut-être, pour d'autres ne connaissent pas. En fait, il faut que vous puissiez vous identifier. Et la CNIL impose, quand on accède à un système d'information, d'être identifié de manière nominative. Alors je sais que ça pose et ça choque un certain nombre de vos confrères et qu'il y a des agents et des conseillers funéraires qui ne comprennent pas qu'on leur demande une identification nominative pour se connecter pour le compte de leur entreprise, mais c'est imposé par la CNIL. Donc en fait, pour éviter qu'il y ait des gestions dans chaque agence d'une liste des personnes qui ont le droit, pas le droit, il faut gérer quand les gens arrivent, il faut gérer quand les gens partent, c'est compliqué, il faut que quelqu'un soit administrateur, ça coûte cher, enfin bon bref, c'est inutile. Il existe aujourd'hui, et pour certains d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà, il existe ce qui s'appelle une identité numérique de l'administration. Donc en fait, peut-être que pour certains, quand vous allez sur un site marchand et que vous voulez qu'on vous demande de créer un compte, des fois, ils vous demandent de vous identifier avec votre compte Facebook ou avec votre compte Gmail. Donc ça s'appelle une identité numérique. Ça, quand on récupère une identité on peut la propager ailleurs, c'est une identité numérique. L'administration a créé une identité numérique pour accéder aux systèmes qui sont mis en œuvre par l'administration. Donc en fait, ici, quand vous voyez France Connect, eh bien, vous avez une identité numérique. Alors cette identité numérique, elle se crée, vous allez le voir, avec les impôts, Amélie, La Poste, demain avec un opérateur téléphonique de type Orange. Et vous pouvez donc, à partir du moment où l'un d'entre vous a déjà télédéclaré ses impôts ou s'est déjà connecté à Amélie, il a une identité numérique, sans le savoir, il a une identité numérique. Il peut le faire aussi via La Poste, ou il pourra le faire demain via Orange ou un autre opérateur de téléphonie. Et donc, cette identité numérique permet d'aller se connecter avec un identifiant et un mot de passe unique sur tous les sites de l'administration. Si vous avez sur servicepublic.fr, par exemple, pour organiser votre déménagement ou pour vous inscrire sur une liste électorale, eh bien, vous pouvez utiliser cette identité numérique. Donc, ici, moi, je vais m'identifier avec mon compte France Connect. Donc, en fait, il vous propose, vous voyez que vous avez les impôts, vous avez Amélie, vous avez La Poste, vous avez Mobile Connect et moi. Alors, Amélie, je sais qu'il y a un certain nombre d'entre vous dans la profession qui n'ont pas accès à Amélie parce que vous êtes au RSI. Mais comme ils vont fusionner tous les systèmes de santé, demain, tous les régimes vont fusionner. Demain, vous devriez avoir un accès. Donc moi, j'ai un accès à La Poste. Donc je vais rentrer mon identifiant. Alors vous allez connaître mon identifiant. C'est pas très discret tout ça, mais vous connaîtrez pas mon mot de passe. Je vous le donne pas.
Alors, je le tape. Ah si, il s'affiche, super. Donc, bah, c'est pas grave, vous connaissez mon identifiant France Connect. Hop. Alors, en plus, si je le tape, ça y est, ça c'est l'effet démo, j'ai oublié mon mot de passe. Alors, attendez, que je me remémore mon mot de passe. Alors ça, c'est l'effet démonstration. On n'a plus de cerveau. Hop. Alors, est-ce que c'est bien ça? Oui, voilà. Alors, vous savez tout sur moi. Donc, je m'appelle Isabelle Jacqueline Nally. Et donc, je suis née en janvier 64 à Neuilly. Donc, vous pouvez noter ma date d'anniversaire, c'est bientôt. J'accepte tous les cadeaux. Donc, ici, donc, en fait, on vous dit qu'on vous a bien identifié. C'est tout ce qu'on fait. Donc, il faut que tout le monde soit rassuré, même si je me suis identifiée avec mon compte des impôts ou avec mon compte Amélie, je ne vais pas voir ce que vous déclarez comme impôt, je ne vais pas regarder ce que vous avez déclaré ou pas déclaré, je vois juste que c'est Isabelle Carton ou Richard Ferré ou Pierre Laribe ou Grégoire Ray qui s'est connecté. C'est tout ce que je récupère. Mais j'ai la garantie, comme vous vous êtes identifié de manière sécurisée sur ces sites une première fois, que c'est bien vous en tant qu'usager. Je me doute bien que si vous récupérez votre compte des impôts, vous ne déclarez pas les impôts pour votre voisin, quoi. En général, on déclare les impôts que pour nous, quoi. Donc du coup, c'est ça qui permet de sécuriser. Donc je continue sur le portail des opérations funéraires et voilà, je me suis identifiée. Donc ça, c'est ce que font les opérateurs funéraires une fois qu'ils ont passé la première identification quand ils se sont identifiés. Avant ça, la première fois qu'ils accèdent au portail des opérations funéraires, ils doivent rentrer leur numéro SIRET et leur numéro d'habilitation pour qu'on contrôle que l'habilitation est bien à jour dans le référentiel des opérateurs funéraires. Et c'est à ça qu'aussi que sert le référentiel des opérateurs funéraires qui est administré par les préfectures. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous ayez une habilitation à jour au sein de la préfecture pour que vous puissiez accéder au portail. Parce que si demain mon habilitation tombe, ben je ne peux plus accéder au portail, donc je ne peux plus aller charger le volet administratif. Juste un mot, Isabelle. Juste un mot. Ça va permettre aussi, je vous parlais de ce référentiel des opérateurs funéraires nationaux, ça va permettre, si besoin était, de faire un peu de ménage sur des gens qui travaillent dans des conditions des fois plus que marginales, c'est-à-dire plutôt interdites, d'accord, et qui font le plus grand mal à la profession. Donc ça va permettre vraiment de mettre les choses à niveau. Alors ça va aussi permettre aux préfectures, quand ça sera déployé dans toutes les préfectures, d'arrêter de vous demander vos habilitations quand vous intervenez dans un département qui n'est pas le vôtre. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une opération, que vous allez chercher quelqu'un dans un département qui n'est pas le vôtre, sauf erreur de ma part, vous fournissez votre habilitation, vous fournissez tous les documents. Là, la préfecture, elle va pouvoir voir les habilitations dans toute la France, quand ce sera déployé nationalement, hein, bien évidemment, mais elle va pouvoir tout regarder. De même, quand un opérateur funéraire étranger fait des opérations en France, comme c'est la préfecture de Paris qui habilite, bien, c'est des fois compliqué, ben, là, toutes les préfectures vont pouvoir voir. Donc, elles n'auront plus besoin de vous redemander ces documents, ce qui est quand même pour vous plus confortable, quoi. Ça simplifie aussi votre tâche. Donc là, on vous permet de rechercher un volet administratif. Donc, on vous donne un certain nombre d'informations. Et il y a deux moyens d'accéder au certificat de décès, au volet administratif du certificat de décès. Soit vous connaissez le numéro, et vous allez me dire comment je fais pour connaître le numéro, je vais vous expliquer. J'adore faire les questions et les réponses. C'est mon grand truc, excusez-moi. Donc, soit vous allez le faire à partir des données qui vous sont communiquées par le médecin ou par l'hôpital. Donc, on va commencer par ce qui vous arrive le plus fréquemment aujourd'hui. Donc, il faut que vous mettiez la commune de décès. D'accord, donc on va mettre par exemple Antibes. Alors je ne vais pas pouvoir le faire en direct parce que je ne connais pas de décès. Voilà. Donc il faut mettre la date du décès. Vous voyez, il y a un petit astérix, c'est obligatoire. Donc il faut que je mette la date de décès. Donc je vais dire que c'est aujourd'hui. Encore. Il faut que je mette l'heure du décès. Alors vous allez me dire, des fois vous ne la connaissez pas, l'heure du décès. Donc il faut que vous choisissiez quand même un créneau. Mettons que je sais qu'il est mort dans la nuit.
Donc je vais mettre qu'il est mort entre 3, la personne est morte entre 3 et 4 heures du matin. Et puis je vais lui dire, je veux une précision de plus ou moins 3 heures. Donc en fait, il va chercher entre 11 heures du soir hier soir et 6 heures du matin. Et donc, il va vous remonter quand même un nombre de certificats de décès. Mais si jamais vous ne trouvez pas dans ce créneau horaire, vous pouvez refaire une recherche et vous recommencez et vous refaites une nouvelle recherche. Alors après, il faut rentrer à minima ou le nom, ou le prénom, ou l'année de naissance du défunt. Alors là, vous imaginez bien, comme moi, je ne sais pas qui c'est qui est mort cette nuit à Antibes, peut-être personne d'ailleurs, je ne peux pas aller plus loin dans ma démonstration puisque je suis sur la vraie base et je ne sais pas du tout comment y accéder. Mais par contre, moi, j'ai déjà, alors vous évitez les noms, mais j'ai déjà téléchargé pour des confrères à vous qui avaient des problèmes d'accès, j'ai déjà téléchargé des certificats de décès pour eux. Donc j'ai un historique. Donc je vais mettre mon nom devant le main. Mais voilà, j'ai donc un certain nombre d'historiques de certificats de décès. Et vous voyez que vous avez un petit logo PDF ou XML qui vous permet d'aller télécharger le certificat de décès. Donc après, dans cet historique, il reste, au jour d'aujourd'hui, on a décidé qu'il restait 2 mois. A priori, si jamais vous avez perdu, vous voulez le rechercher, vous voulez le réimprimer parce que vous ne savez pas ce que vous en avez fait, il reste 2 mois. A priori, c'est largement suffisant, même en cas d'obstacle médico-légal. En général, le procureur a levé. Et puis, bon, s'il ne l'a pas levé, de toute façon, il vous donne un papier. Donc, bon, après, s'il faut augmenter ce délai, on augmentera ce délai. L'histoire nous le dira. Mais au jour d'aujourd'hui, l'expérimentation n'a pas démontré que le délai était trop court. Donc, on va le laisser comme ça. Et donc, vous avez un historique des certificats de décès. Le numéro du certificat, il est sur le document qui est remis à la mairie, sur le volet administratif qui est remis à la mairie. Donc éventuellement, la mairie pourrait vous donner le numéro. Mais il y a aussi le médecin dans son application mobile, quand il va aller déclarer un décès au domicile du défunt, il a la possibilité, avec l'application mobile, d'envoyer un message à la famille du défunt. Et dans ce message, on dit le docteur X a bien certifié le décès a bien certifié le décès sous le numéro XXX, voilà. Donc ça veut dire que la famille qui vous appelle, auquel le médecin ne laisse plus de certificat de décès, donc vous, quand vous allez appeler, vous allez dire est-ce que le médecin vous a bien remis le certificat de décès, puis la famille va vous dire non, j'ai rien, le médecin m'a rien laissé, j'ai éventuellement sa feuille de sécu, mais rien du tout. Et là vous allez dire non, je peux pas intervenir puisqu'il n'y a pas le certificat de décès. Donc là, comme la personne aura reçu un message du médecin, eh bien il y aura même le numéro du certificat et la personne pourra vous le donner. Vous pouvez continuer à chercher par le nom ou le prénom, mais ça va plus vite si la personne a le numéro. Oui. Par SMS, le médecin, voilà, l'application mobile permet au médecin de mettre un numéro de téléphone portable et ça envoie un message à quelqu'un. Alors évidemment, il y a des cas de figure où la dématérialisation, elle ne se fera pas tout de suite. Il y a l'accident de car où il y a 23 certificats de décès à faire. Il y a, j'en sais rien, mais il y a le fait qu'on est avec 2 personnes âgées de plus de 90 ans qui n'ont pas de téléphone portable. Le médecin, s'il veut continuer à faire un certificat de décès papier, il ne faut pas lui interdire. Donc il continuera certainement encore certaines fois à faire des certificats de décès papier. Faut pas, voilà. Mais il y a des usages qui sont, oui, je vais prendre votre question, mais il y a des usages qui sont quand même super pratiques. Je sais qu'à La Rochelle, il y a les médecins d'SOS Médecins s'y sont très bien mis. Et notamment, ils font leur certificat de décès en mobilité. Souvent, quand il y a eu un problème, il y a l'opérateur funéraire qui est déjà là, la police qui est là aussi. Et là, l'opérateur funéraire, il prend son téléphone portable, le médecin finit, valide son certificat de décès, l'opérateur funéraire, il se connecte, il récupère le volet administratif tout de suite, il dit au médecin, oui, tout est bien, tout est conforme, hop, il peut prendre le défunt, il peut faire ses... Voilà. Et la police, à côté, elle peut aussi avoir sur sa tablette ou sur son téléphone portable tous les documents. La mairie a le document, tout le monde a le document en temps et en heure, donc c'est quand même bien plus simple et bien plus pratique. Voilà, donc c'est le certificat de décès dématérialisé. Voilà. Je crois que j'ai fait toute la démo. Je crois que j'ai rien oublié, non? Il y a des questions, oui. Il y a un micro? Oui, bonjour. Alors, je suis hospitalier. Donc, j'ai fait la démarche d'un certificat de décès électronique avec les médecins. Donc, on a un petit souci. C'est que c'est un peu long.
Donc on a le rejet des médecins. Moi, je suis dans le sud, hein, côté d'Antibes. Donc les médecins ont beaucoup de mal à s'y mettre. Donc j'avais moi pour mission de les intéresser au certificat d'essai électronique, de leur montrer la procédure. Mais bon, j'ai pas de code d'accès, hein. Moi je l'ai fait avec un chef de service. On a essayé d'avoir un certificat d'essai factice, hein, pour voir comment ça fonctionne, puisque comme je n'ai pas de code d'accès, je ne suis pas médecin, bien évidemment. Donc j'ai essayé de comprendre pour expliquer aux médecins comment ça fonctionnait. Donc on a chronométré. Donc la gestion du certificat d'essai électronique, c'est un peu lent. Donc moi je vous fais le renvoi des médecins. Hein. Oui, oui, oui. Alors Donc, j'entends tout à fait vos griefs. Bon, personnellement, au jour d'aujourd'hui, quand même, il y a un certain nombre de médecins qui le font, qu'on interroge, qui disent qu'ils ne passent pas plus de temps à remplir le certificat électronique que le certificat de décès papier. Non, mais j'entends qu'il y a des médecins qui ne veulent pas s'y mettre. Hein. il y a rejet, il y a rejet. Voilà, il y a rejet de certains médecins. Le centre hospitalier d'Antibes a dématérialisé dans le cadre de l'expérimentation ce qui ne faisait pas. Au jour d'aujourd'hui, tous les médecins du centre hospitalier d'Antibes, pratiquement, je crois qu'il n'y a qu'un service qui n'y est pas encore passé, ils dématérialisent. La Rochelle, ils le font petit à petit, ils dématérialisent tout. Moi, je veux bien venir rencontrer vos médecins pour leur expliquer que ce n'est pas plus long. Ils ont des aides en ligne qu'ils n'ont pas. Ils peuvent le faire aujourd'hui avec l'application mobile s'ils le veulent. Enfin, honnêtement, voilà. Alors après que l'application qui a été faite en 2006, elle ait des imperfections et qu'on puisse la rendre plus sexy que ce qu'elle n'est parce qu'elle avait été faite avec une techno un peu vieillissante, ça on en est conscient. Mais globalement, c'est toujours le débat du médecin qui dit le papier ça va plus vite que l'électronique, mais c'est pas le sens de l'histoire non plus. Et si je peux élargir un peu, en fait, c'est que vous aurez à gérer, vous en tant qu'opérateur funéraire, le même phénomène que ce qui se passe dans les établissements hospitaliers ou autres, c'est la gestion du changement. Et la gestion du changement, ça veut dire qu'on quitte une zone de confort dans laquelle on avait ses habitudes. On ne se pose même pas la question de savoir si c'était bien ou pas bien. On faisait comme ça pour aller vers autre chose. Mais c'est tellement facile d'attraper un papier. C'est le cas. Bien évidemment, c'est bien, mais on en est tous au même point. C'est bien plus facile d'attraper un papier et de saisir un papier, de promener le papier, etc., qu'aller. Mais au final, quand on voit l'économie qu'il y a pour tout le monde, l'amélioration de la qualité des données, etc., c'est indéniable que l'apport de l'électronique, on ne reviendrait pas en arrière. Enfin, sur plein de sujets, on ne reviendrait pas en arrière. Donc, moi, je descends à Antibes. Malheureusement, on n'aura sûrement pas le temps de s'organiser, mais je descends à Antibes faire le bilan avec tout le monde lundi. Mais je viens voir vos médecins et je leur explique qu'ils ne prennent pas plus de temps que... À côté, hôpital de Cannes. Voilà, mais ils prennent pas plus de temps. Que... Alors en plus, vous avez un accès, vous pouvez faire des certificats de décès fictifs sans avoir de code, sans rien avoir. On n'a pas trouvé. Ah bah, c'est. Alors je vous montrerai parce que là, je vous montrerai. Mais c'est extrêmement simple. L'application mobile, il y a aussi un mode de test. Voilà, je veux dire, faut aller dans le sens de l'histoire. Faut que les médecins abandonnent le papier. C'est évident, quoi. De toute façon, il y a une volonté forte du ministère de mobiliser au maximum les médecins. Parce que de toute façon, la première pierre à l'édifice de cette dématérialisation passe par les médecins. C'est sûr que si les médecins ne s'y mettent pas, les opérateurs funéraires ne le feront pas, la mairie ne le fera pas. Donc il y a une vraie volonté du ministère de la Santé de mobiliser les médecins. On travaille avec les agences régionales de santé, on mobilise le plus possible de monde et on continuera à le faire pour que ce système-là soit le plus largement diffusé, bien évidemment. Mais je vous laisserai mes coordonnées, on prendra rendez-vous. Pas de problème, merci. J'aurais aimé donner la parole à Olivier qui travaille au service funéraire de La Rochelle. Donc lui, il est côté opérateur et il a vécu donc le test qu'il vit toujours. Hein. Et je voudrais qu'il nous donne un peu son ressenti. Tout d'abord, bonjour. Donc oui, nous à La Rochelle, on a le service donc SOS médecins et 2 services du CHU de La Rochelle qui ont mis en pratique donc, cette forme de dématérialisation du certificat de décès. Au niveau des hôpitaux, ça fonctionne très bien. Nous, c'est vrai que les médecins jouent le jeu. Les 3/4 du temps, quand on a affaire à ça, on n'a aucun problème. Mais c'est vrai qu'au niveau de la traçabilité, au niveau des informations, en fait, tout est correct. On n'a plus besoin de rappeler un médecin parce qu'il a fait une erreur de frappe ou un nom qui est mal écrit. C'est vrai que là-dessus, même pour le
le pacemaker ou une autre prothèse, eh bien, on sait tout de suite identifier ce dont on a besoin. Après, par rapport à SOS Médecins, ils sont encore pas tout à fait au point parce qu'on a encore des problèmes de réseau. Malheureusement, en province, il faut quand même s'équiper en 4G. Hein. C'est vrai que c'est l'inconvénient du moment. Bon, normalement, les réseaux sont assez fiables à l'heure actuelle. Nous, sur la CDA de La Rochelle, ça fonctionne parfaitement, mis à part quelques points noirs comme on peut avoir de temps en temps. Mais dans l'ensemble, la dématérialisation, c'est très bien. On s'y retrouve en gain de temps par rapport aux états administratifs à effectuer, démarches en mairie et autres. Nous, on fonctionne essentiellement par mail. Et là-dessus, c'est vrai qu'on arrive à avoir nos autorisations, par exemple, beaucoup plus vite. Après, vous dire d'autres bienfaits, c'est par rapport aussi à la chambre funéraire. Les opérateurs sont dans l'obligation maintenant de présenter, comme ça a toujours été, le certificat de décès. Et là, on n'a vraiment plus d'erreur. C'est-à-dire que, comment vous dire ça, les noms sont bien écrits, les adresses, on voit bien qui c'est. Et si on a vraiment un problème avec une famille qui voit qu'il y a une erreur sur un domicile ou autre, on a possibilité de rappeler très vite le médecin. Donc on a très vite un nouveau certificat qui peut être fait. Voilà. Le médecin a 96 heures pour modifier le certificat de décès. Au-delà des 96 heures, le certificat de décès est détruit dans l'application. On ne garde que le volet médical dans les bases de l'INSERM. Donc le médecin, à ce moment-là, au-delà de 96 heures, il est obligé de refaire un certificat de décès. Bon, ça, c'est la CNIL qui nous impose de ne conserver les données que pendant 96 heures. Moi, j'aurais tendance à dire que j'aurais bien gardé plus longtemps, mais en tout cas, la CNIL ne souhaite pas, donc on est obligé de respecter les règles de la CNIL. Et pour compléter ce que vous disiez, la chambre funéraire peut accéder au portail comme à partir du moment où elle est habilitée, bien évidemment, et je suppose que toutes les chambres funéraires sont habilitées, la chambre funéraire peut accéder et télécharger de la même façon le volet administratif. Et si vous avez des sous-traitants, ils peuvent, s'ils sont, bien sûr, quand tout sera déployé dans tous les départements, les sous-traitants peuvent aussi y accéder. Il n'y a plus de limitation sur ce volet 1, le 2, le 3, le 4... Voilà. La mairie du lieu de dépôt du corps peut y accéder, pourrait y accéder quand elle est opérateur funéraire, habilité, etc. Donc c'est quand même bien plus simple, quoi. Et puis on peut transmettre de manière électronique le document. D'autres questions ? Bonjour, pour les médecins, quelle est la démarche? Je suppose qu'il faut qu'on rentre son numéro de CCPS. Comment on fait pour, au niveau hospitalier, mettre en place Alors, en général, il y a deux démarches différentes. Il y a le médecin libéral qui, lui, va se connecter une première fois sur le site de CERT-Décès et va, avec sa carte CPS, créer son compte et enrôler son téléphone mobile. Quand c'est un établissement, en général, ce qu'on demande, c'est que l'établissement désigne un référent. Et ce référent prend contact avec les équipes du support de l'INSERM qui gère, donc du CEPIDC qui gère. Donc il y a des adresses, je pourrais vous envoyer les documentations et elles sont accessibles en ligne, hein, les documentations aussi. Donc en fait, le référent prend contact et le référent lui explique la démarche, on lui crée son compte, on lui crée l'établissement et après il peut créer les comptes pour les médecins et aussi pour les internes, les infirmières, le personnel administratif parce que là où le médecin dit qu'il gagne pas du temps, dans CERT-Décès, il est possible de déléguer une partie des saisies à un collaborateur, à une infirmière, à un personnel administratif. Donc le médecin pourrait n'avoir qu'à valider le certificat de décès. Hein ? Oui, mais justement, aujourd'hui, il remplit tout. Demain, avec l'électronique, il peut ne faire que signer son certificat de décès. Ça lui fait quand même gagner du temps. Enfin, voilà. Après, c'est un problème de connaissance d'usage, hein, mais bien évidemment, ça leur fait gagner du temps. Et vous avez au moins la garantie, et tout le monde a la garantie dans ce système, que c'est bien le médecin qui valide le certificat de décès, que ce n'est pas un interne, une infirmière. On n'autorise que les médecins à valider un certificat de décès. C'est quand même bien plus sécurisé. Donc ici, vous voyez que maintenant, sur le volet administratif que vous allez télécharger au format PDF ou que vous imprimerez, il y a ce qu'on appelle un cachet électronique visible. Ce cachet électronique visible qui s'appelle 2D-Doc, c'est fait par le ministère de l'Intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est un règlement européen. Et donc, en fait, associé à l'authentification du médecin, ce cachet électronique permet de garantir
que les informations qui sont sur le certificat de décès ne sont pas falsifiées. C'est-à-dire que vous pouvez, en téléchargeant une application, comme vous savez quand vous scannez les QR codes, il y a une application spécifique de DDoC qui vous permet de lire ce document. Et nous, on a scellé les informations, quand on a produit le document, on a scellé les informations là-dedans. Elles sont cryptées. Et donc, quand vous allez les lire, vous allez vérifier que c'est bien les mêmes que celles qui ont été mises ici. Et donc, ça va sécuriser le document, c'est-à-dire que vous êtes sûr que les informations qui sont là sont les mêmes que celles qui sont là. Ça veut dire qu'elles sont véridiques et qu'elles n'ont pas le document n'a été falsifié par personne. Ce système de cachet électronique visible est en train d'être généralisé dans notamment pour tout ce qui est titre sécurisé. Quand vous faites une demande de passeport, une demande de carte nationale, vous savez qu'on vous demande votre justificatif de domicile. Alors, les justificatifs de domicile sont falsifiables extrêmement facilement parce que c'est les factures de d'un opérateur de téléphone ou de France Télécom ou d'Orange, que sais-je, il faut que j'arrête de dire des marques. Ces documents-là sont très très facilement falsifiables maintenant et donc en fait vous commencez à voir apparaître dans certaines factures ce QR code. Alors en général il est beaucoup plus discret que le nôtre parce qu'il y a peu d'informations dedans. En fait la taille dépend du nombre d'informations qu'il y a dedans, mais nous on a considéré que tout était important dans le volet administratif, que la mairie avait besoin qu'on sécurise toutes les données et que vous, on avait aussi besoin de sécuriser toutes les données. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a marqué retrait d'une prothèse de pile, vous savez avec ce système-là que c'est bien le médecin qui a, quand vous lisez le code, vous savez que c'est bien le médecin qui a coché le retrait de la prothèse et c'est pas quelqu'un qui s'est amusé à le cocher n'importe quand, n'importe où, comme ça peut être fait aujourd'hui sur un certificat de décès de papier. Papier, il n'y a rien de sécurisé. Vous savez pas qui a fait la croix, vous savez pas qui a coché quoi. Là, vous savez, vous a garanti que le médecin a validé le document et que tout est coché, que c'est lui qui l'a fait. Je voudrais rajouter quelque chose. Cette remarque, elle est importante, en particulier pour les entreprises qui font des rapatriements de corps à l'étranger, quand certains consulats exigent un original du certificat de décès, alors que ça n'est pas prévu. Avec ce document sécurisé, on pourra dire, voilà, vous avez accès à un document qui est sécurisé et je n'ai pas besoin de vous fournir un original du certificat de décès, puisque ce document-là est authentifié. Et pour compléter la démarche, le ministère de l'Intérieur s'est rapproché du ministère des Affaires étrangères de manière à prendre langue avec tous les consulats pour leur demander d'arrêter de réclamer des originaux qui demain existeront de moins en moins. Donc ils ont été informés, on a fait les démarches avec le ministère de l'Intérieur pour les informer. Alors, il y avait un slide de conclusion, si on a abordé toutes les questions, à moins qu'il y ait encore des questions. Moi j'ai une réponse, j'ai pas de question, mais j'ai une réponse à vous donner à une question qui n'est pas posée. Ah mais il fait comme moi Pierre Richard, il fait question-réponse. C'est celle de la mobilité. Alors quand vous êtes dans un point de vente, vous avez généralement un ordinateur, pour pas dire toujours. Isabelle Carton vous a dit que tous les éditeurs de logiciels, les principaux, ont été approchés et ils auront moyen demain d'intégrer une prise d'information directe, etc. Se pose la question de la mobilité. C'est-à-dire que quand vous avez un accident de la route, quand vous avez un décès à domicile, la nuit, je prends volontairement des cas que vous connaissez bien et qui sont un peu moins simples, ça veut dire qu'il faudra a priori équiper l'équipe qui interviendra d'un smartphone, d'accord ? Alors, il y a des gens qui opposent en disant un smartphone, ça coûte cher. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter le dernier Apple, ça vient de le dire. Un smartphone, ça vaut 200 €. Hein, on trouve des choses très bien à 200 €. Vous prenez un abonnement de base, et avec ça, ce qui est important, c'est que votre responsable de funérarium, c'est les agents d'intervention, le conseiller funéraire, bref, la personne qui sera en situation puisse, au moment donné, au lieu donné, pouvoir télécharger les documents pour entreprendre une action. Et donc, ça, c'est important. Et le coût que j'évoque là, il n'est rien au regard du temps qu'on gagne à l'arrivée en finale. Mais il faut juste le prendre en compte et il faut juste s'organiser en conséquence. Alors, dans l'absolu, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais à la limite, l'agent funéraire ou la personne qui travaille pour votre compte ou qui a besoin de l'accéder, il peut le faire aussi de son téléphone portable. Il n'y a pas un téléphone portable spécifique. Moi, je le fais, c'est mon téléphone personnel.
Donc il n'y a pas de coût associé à ça et voilà, donc on peut le faire, ça coûte rien. Je veux dire, on a tous à titre personnel des abonnements, globalement des abonnements avec un peu de data, c'est pas ça qui coûte cher. Alors, je tiens aussi à préciser que je vous ai dit que les officiers de police judiciaire allaient avoir accès au portail des opérations funéraires. On les a aussi informés, on les réinformera parce que si vous arrêtez sur la route et qui contrôle votre véhicule, enfin qui contrôle le transport de corps, hein, vous m'excusez si je dis bêtises, je ne suis pas au courant exactement toujours comment tout se passe. J'apprends le funéraire hein, parce que je suis de la santé, je ne connaissais pas quand même votre domaine il y a très très longtemps. Donc il y a des fois je peux commettre des impairs. Donc en fait quand un officier de police judiciaire vous arrête pour vous contrôler le transport du corps, si vous avez accès, si vous êtes dans un endroit où il y a des réseaux, où vous avez téléchargé avant de partir de votre agence, vous allez télécharger le volet administratif sur votre téléphone portable, vous pouvez lui montrer de manière dématérialisée. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir imprimé avec vous. Vous pouvez lui montrer votre téléphone. Ils sont informés de cette démarche. Alors, évidemment, il faudra faire un peu d'accompagnement, il faudra le répéter, il faudra refaire de l'information parce que, évidemment, tous les gendarmes de France et de Navarre et les policiers ne sont pas tous au courant. Mais bon, globalement, ils vont l'être par leur hiérarchie. Et voilà, donc les gens le savent. Mais vous n'êtes plus obligé d'avoir le papier. Vous pouvez partir tranquillement, prenez votre téléphone. Je suis sûre que vous n'oubliez pas votre téléphone. Vous pouvez oublier votre papier. Voilà. Oui, Bonjour, vous parliez de 2018, mais oui. du coup, alors la conclusion. Ouais, le délai. Voilà. Alors, la conclusion, s'il vous plaît, le dernier slide. Voilà, donc la conclusion. Encore après. Merci. Ben, mais où c'est que j'ai largué le... J'ai largué la télécommande. Donc les apports de la dématérialisation, ça on a vu, tous les acteurs sont gagnants, plus de 64%, première étape vers plus de procédures dématérialisées. Je veux bien juste le slide juste après, s'il vous plaît. Ah, le petit le boîtier est là, d'accord. Je vais récupérer le... Merci. Donc... un peu de vigilance tout de même parce qu'on fait un bilan positif, mais on n'est pas au pays des bisounours, donc on sait bien quand même que tout ne se fera pas comme ça du jour au lendemain en claquant des doigts. Donc il va falloir maîtriser le déploiement. Donc vous avez compris que sans référentiel des opérateurs funéraires administrés par la préfecture, il n'y a pas d'opérateur funéraire d'un département qui peut se connecter. Donc ça veut dire que pour faire un déploiement au niveau national, il va falloir se coordonner et coordonner l'ensemble des acteurs. Donc il faut coordonner les médecins, les mairies, les opérateurs funéraires et les préfectures. Donc on est en train de discuter au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé, tous les acteurs sont en train de discuter ensemble pour voir comment on va généraliser le dispositif à partir de 2018. Très certainement, on sera... certainement pas prêt avant de généraliser avant deuxième moitié de 2018 parce que les discussions sont un peu longues, parce que le ministère de l'Intérieur a un gros chantier aujourd'hui sur la restructuration des préfectures. Donc il faut du temps et il faudra qu'on déploie et on verra comment on déploie. Donc ça, on vous informera du déploiement. Les expérimentations qui ont été lancées dans les villes ne s'arrêtent pas, c'est-à-dire que les villes qui ont démarré continuent. Et puis, après, on va voir comment on va faire cette généralisation dans le reste. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai envie de vous dire, je ne peux pas vous donner plus de garanties qu'on est en train de discuter pour essayer de le faire de la manière la plus efficace possible et pour créer le moins de contraintes possible pour les opérateurs funéraires et l'ensemble des acteurs. On est très souvent, et je suis très souvent, contacté par les mairies qui commencent à avoir des informations dessus et qui sont très intéressés. Bon, voilà. Il y a une vraie volonté, hein, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur ont une vraie volonté pour généraliser le système. Par contre, maintenant, voilà, il faut voir comment on le fait pour qu'on le fasse de manière la plus pertinente possible. Donc après, la prise en compte des stratégies des territoires et puis l'amélioration de la communication autour de France Connect. Je dois reconnaître quand même que ce qui a posé le plus de problèmes à vos confrères,
c'est cette méconnaissance de France Connect sur lequel l'administration communique pas très bien auprès des usagers et où certaines fois les agents, les conseillers funéraires se connecter à titre personnel pour aller sur un système, voilà, il y a eu des fois des problèmes par rapport à ça. Donc voilà, il faut qu'on communique plus largement pour que les gens aient moins d'appréhension à se connecter. Mais vous avez vu, c'est pas compliqué, hein, je l'ai fait sur mon smartphone devant vous, en 3 clics, j'ai réussi à me connecter. Donc bon voilà, pas compliqué. Donc pour finir, bien voilà, la généralisation en 2018, ce que je vous disais, peut être envisagée. On est en train d'y réfléchir. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on communiquera largement là-dessus. Je pense que vous avez déjà vu passer de nombreux articles sur la dématérialisation dans les journaux professionnels. On informera bien évidemment tout le monde dès que le plan de généralisation sera fait. Dans l'attente, je suis disponible. Voilà, mes coordonnées vous seront communiquées. Je les mettrai à la fin du slide. Vous pouvez bien évidemment me contacter pour toute question que vous avez. Bonjour, alors déjà je suis arrivée très en retard, donc je n'ai pas suivi le début de votre conférence, donc ça se trouve la question a été posée. Je ne suis absolument pas du funéraire, je suis cadre de santé à l'assistance publique, notamment en chambre mortuaire. Et avec ce fameux certificat par voie dématérialisée, on a de gros problèmes. C'est-à-dire que quand le certificat n'est pas fait en temps et en heure, par le médecin qui a déclaré le décès, au bout de 96 heures, on n'a plus du tout accès à ce document. Quand on a des départs de mise en bière, que le médecin n'est plus là, du moins celui qui a déclaré le décès, réel et constant, nous n'avons aucun moyen d'avoir accès à ce fameux certificat. Les médecins sont de plus en plus réfractaires et veulent continuer à travailler en mode dégradé, c'est-à-dire en mode papier. Donc nous, avec mes collègues, on s'est réunis mardi à la collégiale des chambres mortuaires de l'instance publique. On se pose la question pourquoi les cadres de santé n'ont pas un code en cas de pépin de pouvoir imprimer le document ou tous ceux qui nous permettent de faire des départs de mise en bière. C'est un problème quotidien. On l'a tous les jours. Donc moi je veux bien, mais j'ai l'impression que l'information se perd à un moment donné parce que nous on a affaire à des médecins réfractaires. J'ai un médecin il y a 3 semaines qui m'a dit c'est hors de question, je ne vais pas perdre 5 minutes pour me connecter, ça me prend la tête. Un chef de clinique. Enfin non mais voilà, c'est ce qu'on vit au quotidien. J'ai eu la question, la dame m'a posé la question, donc on est entièrement d'accord, c'est une problématique des médecins. Alors les 96 heures sont imposées par la CNIL. Le système était au départ de 48 heures ou de 24 heures. On a réussi à obtenir un délai jusqu'à 96 heures. Donc on peut essayer de redemander à la CNIL d'augmenter le délai. Je ne sais pas jusqu'où ils nous autoriseront à augmenter le délai, mais il y a un moment, voilà, ce délai pose problème. On est d'accord. Au-delà de ça, après, c'est l'organisation de l'assistance publique. Vous pouvez... il n'y a rien qui interdit dans certes décès de déclarer des collaborateurs, de déclarer que des infirmières, des bureaux d'état civil, des personnels administratifs. Et maintenant, on est en train de développer et vient d'être mis en place un profil chambre mortuaire dans l'application CERT Décès pour permettre aux agents des chambres mortuaires de pouvoir accéder et imprimer directement les documents tout de suite. Donc ça, on l'a fait dans le cadre justement des travaux et de la dématérialisation. Donc à partir de la version qu'on a mis en place, c'était quand, Guillaume ? Semaine dernière, vous pouvez maintenant demander à ce qu'il y ait une création d'un profil pour les agents des chambres mortuaires pour que vous puissiez... au référent de votre établissement, donc je ne sais pas lequel il est. Voilà, c'est le référent CRDC de votre établissement. Il va vous pouvoir maintenant vous créer un compte pour vous et vous pourrez imprimer et le certificat de décès et imprimer les documents complémentaires. Donc du coup, voilà. Après, le fait que le médecin fait un document et que ses collègues ne puissent pas y accéder, c'est un mode d'organisation qui a été choisi dans votre établissement. Sachez qu'il en existe d'autres dans l'application CERT Décès et qu'on peut travailler ce qu'on appelle en mode équipe et que dans ces cas-là, n'importe quel médecin ou n'importe quel autre personnel qui est créé au niveau de l'équipe peut accéder à ce document et peut compléter ou modifier le certificat de décès. Donc c'est une question d'organisation de l'application au sein. Ça ne veut pour autant pas dire qu'on résout tous les problèmes du médecin qui n'a pas envie de se connecter et qui ne voudra pas se connecter. Il y a des médecins, quel que soit le système, ils ne veulent pas se connecter. On en est bien conscient. Voilà. Donc, c'est surtout pour nous permettre à nous, en cas de... Voilà. Quand on n'arrive pas à le faire, parce qu'il y a 15 jours, on en a appelé un en Corse.
Voilà. pour avoir ces codes. Au moins, si nous, on peut avoir accès pour imprimer les documents qu'il nous faut Vous lors des avez départs sans maintenant, mise en bah bière. voilà, vous avez accès. Maintenant, vous avez accès depuis, je vous dis, la semaine dernière. Donc c'est vrai que ces problèmes de chambre mortuaire, on les avait pas touché du doigt avant l'expérimentation, et c'est vraiment l'expérimentation qui nous a montré ces soucis d'avoir accès à tous ces documents. Donc voilà, sachez que maintenant vous avez la possibilité d'accéder. Je vous laisserai mes coordonnées, on vous donnera toutes les documentations. Voilà, on peut même réorganiser. Désolée si je vous ai fait répéter. Pas du tout, mais absolument pas, je suis là pour ça. Et on peut organiser, vous disiez que vous avez un colloque de chambre mortuaire, c'est dommage. C'est dommage que je ne l'ai pas su ou qu'on ne l'ait pas su avant, parce qu'on peut aussi intervenir, nous, pour pouvoir parler chez vous et expliquer comment ça peut fonctionner. J'ai cru entendre que c'était tous les mois, vous dites, c'est ça? C'est pas difficile, il a lieu tous les premiers mardis du mois, la Pitié-Salpêtrière. On prend contact et je viens rencontrer le prochain, vos confrères. c'est le 14 décembre. Il y a le directeur général de la collégiale des chambres mortuaires. Il y a quelqu'un du siège. On y est tous les mois. Donc, alors, ce sera le mois de janvier, parce que le 14 décembre, oui, le mois de janvier. Je suis à Montluçon, mais voilà. Mais sinon, avec grand plaisir, je vous viens. enverrai les Très bien. Avec grand plaisir. Pas de souci. Bon, voilà. C'est sûr que effectivement, les médecins, des fois, c'est compliqué. Merci beaucoup, en tout cas.